Ben, merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence de presse sur le problème de l'aluminium, du sel d'aluminium, notamment au niveau des vaccins. Alors, pourquoi cette conférence de presse? Moi, ça fait à peu près dans les années 2000 que j'avais été consciente de ce problème-là lorsque j'avais fait une mission d'information sur la guerre du Golfe. Hein, rappelez-vous le syndrome de la guerre du Golfe. Et à l'époque, on avait beaucoup de militaires qui avaient des fatigues chroniques, des problèmes musculaires, des leucémies aussi d'ailleurs à l'époque, et on s'interrogeait sur le pourquoi. Et c'est là où j'avais connu M. Gherardi, qui m'avait interpellé en disant mais ces militaires ont été énormément vaccinés, notamment vis-à-vis de l'anthrax. Ils avaient donc subi beaucoup de vaccinations dans un temps très limité et ça pouvait provenir des sels d'aluminium. Et donc, il avait été auditionné dans ce cadre-là. Et c'est moi la première fois que j'ai découvert que dans les vaccins, il y avait des sels d'aluminium qui pouvaient occasionner. C'est à l'époque qu'il m'avait parlé de myofascie macrophage, hein, puisque. Après on a été interpellé, et il y avait plusieurs, il y a l'Académie qui en avait parlé en disant que ces sels d'aluminium pouvaient provoquer des problèmes, notamment au niveau du cerveau, des problèmes neurologiques. Il y a l'association 3M qui m'avait aussi interpellé en disant attention, il y a des recherches qui sont faites depuis 18 ans à l'hôpital Mondor de Créteil, M. Gherardi vous en parlera. Et à l'heure actuelle, ces recherches sont bloquées. Et donc, il me semblait important, avec André Cipollella, que je ne vous présente pas, hein, qui est un lanceur d'alerte depuis de nombreuses années sur tous ces problèmes sanitaires, nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse. Et nous avons quand même des gens de très haut niveau qui sont là. Alors bien sûr, je vous présente Romain Gherardi, qui va intervenir incessamment sous peu. Il y a Christopher Exley, qui va arriver, qui vient de Grande-Bretagne, qui a fait de nombreuses études sur ces sels d'aluminium. Il y a Christopher Shaw, qui est en vidéoconférence et que vous voyez ici présent. Et il va intervenir assez vite parce que je ne sais pas quelle heure. 9 heures de décalage. Il y a 9 heures de décalage, donc voilà. Et il y a M. Yehuda Schoenfeld d'Israël qui interviendra. Il a été préenregistré par rapport à cette conférence de presse. Donc, tu veux intervenir maintenant ou juste après? On va faire intervenir les chercheurs qui vont nous positionner le problème. Et ensuite, André interviendra et bien sûr, il y aura un débat avec les journalistes et on répondra à vos questions. Donc, on va peut-être faire intervenir Christopher Shaw, qui va intervenir donc, du Canada et qui est... alors, dans votre dossier de presse, vous avez la bibliographie de tous les chercheurs qui vont intervenir. Et les neurologues qui viennent de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Mr. Shaw, you can speak. Oui, c'est tout. Nous entend là? Donc, mon nom est Romain Gherardi, je dirige une équipe INSERM à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et un centre expert sur les maladies neuromusculaires. Chris Shaw, lui, est professeur de neurosciences à l'université de Colombie-Britannique à Vancouver et c'est un spécialiste des maladies neurodégénératives et il a travaillé notamment dans le passé sur une maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique et ses équivalents du Pacifique qu'on appelle l'île de Guam et pour lequel une origine toxique a été largement débattue et il a beaucoup contribué
aux investigations toxicologiques sur ces maladies neurodégénératives de l'huile de bois. Donc, ce qui l'a amené à prendre conscience d'un risque avec les sels d'aluminium est le syndrome de la guerre du Golfe, qui, comme vous le savez, peut-être a impacté les troupes sous gouvernement anglo-saxon, c'est-à-dire les Américains, les Canadiens et les Britanniques, beaucoup plus que les troupes des autres contingents, et notamment les Français, et pour lequel les études sur des expositions possiblement dans ce syndrome de la guerre du Golfe ont essentiellement et de façon répétée inclus l'administration de vaccins multiples, notamment de vaccins de guerre, sur le terrain, auxquels ces troupes-là étaient exposées et pas les autres troupes. Donc, il a voulu en avoir le cœur net et il a administré l'adjuvant qu'on appelle à l'hydrogel, c'est-à-dire hydroxyde ou oxydroxyde d'aluminium, à des souris en faisant le travail suivant, c'est-à-dire qu'il a calculé, selon des abacs bien connus, un équivalent humain de dose administrée à ces souris. Il a pris le calendrier présumé d'administration des vaccins aluminiques aux GIs ayant développé un syndrome de la guerre du Golfe, et il a administré donc les doses équivalentes humaines à ces souris en 2 administrations. Et sa surprise a été de voir que dans 2 articles, les souris, après un certain temps, développaient des troubles neurologiques, avec notamment des atteintes motrices et des troubles du comportement, qui laissaient penser qu'il y avait des atteintes de la mémoire chez ces animaux. Et ces anomalies fonctionnelles étaient corrélées assez bien avec les lésions neuropathologiques observées au microscope au moment du sacrifice de ces souris. Donc il y a eu un premier article en 2007 et un deuxième article de confirmation en 2009. Le dernier est paru dans un journal qui s'appelle Journal of Inorganic Biochemistry, qui est un des journaux phares dans le domaine de la toxicité des métaux. Donc, la surprise de Chris Shaw, c'était que un adjuvant aussi toxique, dont la toxicité est aussi proche des doses utilisées à des fins d'adjuvant, était aussi peu investigué, notamment sur les toxicités de long terme. Et donc, il a commencé à s'intéresser, et actuellement, il est sur ces thèmes-là. Quel est l'impact possible des vaccins aluminiques dans l'émergence de problèmes de santé publique extrêmement lourds, observés dans la population civile, comme l'autisme ou comme la maladie d'Alzheimer. Donc, pour l'instant, il est dans le repérage du spectre complet des effets cellulaires et notamment neurologiques des sels d'aluminium pouvant prendre part aux maladies neurodégénératives du sujet âgé ou aux maladies du développement du jeune enfant. Donc, si on veut simplifier vraiment, l'apport considérable de Chris Shaw et la démonstration pour la première fois que l'adjuvant qu'on utilise dans les vaccins est effectivement neurotoxique chez la souris. Voilà. Très bien. Connexion, pas connexion, on continue? On continue. Ouais, donc vous allez intervenir parce que Alors pour notre part, pourquoi est-ce que nous sommes intéressés à l'hydroxyde d'aluminium? Eh bien parce que nous avons vu apparaître, avec tous les autres centres spécialisés dans les biopsies musculaires en France, au milieu des années 90, l'apparition d'une nouvelle pathologie qu'on ne connaissait pas et que nous avons décrite en 1998 dans le journal de Lancet, sous l'appellation un peu barbare, je le reconnais, de myofascie à macrophage.
Et donc on a décrit cette nouvelle pathologie comme une maladie émergente, puisque personne ne l'avait jamais vue avant et que progressivement on a commencé à les voir arriver en rang serré dans nos laboratoires. Et on pensait que c'était une maladie infectieuse et nous avions donc publié cette maladie comme une maladie de cause à l'évidence extrinsèque, exogène, mais avec l'idée que c'était probablement une maladie infectieuse. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à trouver d'éléments déterminants en faveur d'une maladie infectieuse émergente. Et on avait noté dès cette première publication que les cellules qui composaient cette lésion histologique comportaient des inclusions cristallines qui ressemblaient à des inclusions de phosphate de calcium, mais qui résistaient complètement aux marqueurs pour le calcium. Et donc, c'était des inclusions qui ressemblaient à des cristaux de calcium et qui n'étaient pas du calcium. Et donc, on est tombé de notre chaise quand un biophysicien de Bordeaux nous a dit l'analyse des prélèvements que vous m'avez envoyés est indiscutable, il s'agit d'aluminium. Et donc, rapidement, nous avons vu que parmi les sels d'aluminium qui avaient la structure cristalline caractéristique, seul l'hydroxyde d'aluminium était de cette structure-là, et que l'hydroxyde d'aluminium était utilisé dans les vaccins, et après, nous avons donc proposé une hypothèse vaccinale qui a été confirmée par l'INDS, et donc un article en 2001, paru dans Brain, a permis d'établir de façon formelle, que plus personne ne discute aujourd'hui, un lien direct et certain entre les vaccins aluminiques et la présence de cette lésion de myofasciite à macrophage, dont il est très important de retenir qu'elle est située et détectée au site de vaccination antérieure. Donc, ce point est important parce que ça explique pourquoi cette lésion est observée en France et très peu décrite dans les autres pays. C'est que pour des raisons d'école médicale, le muscle deltoïde à l'épaule est utilisé comme site de premier choix pour les biopsies en France, alors que dans les pays d'obédience allemande ou anglo-saxonne, le prélèvement se fait habituellement au niveau du muscle quadriceps de la cuisse ou au niveau du muscle biceps brachial au niveau du bras. Des endroits qui ne sont pas vaccinés et donc dans lesquels nous n'avons aucune chance, strictement aucune chance de détecter une lésion de myofasciite à macrophage chez le sujet adulte qui est vacciné soit dans le deltoïde, soit dans le trapèze, au niveau de la fosse sucépineuse, soit de temps en temps dans la fesse. Et les deux autres sites ne sont jamais biopsiés dans notre cas. Donc, la lésion, rapport direct et certain, et là, c'est posé la question de savoir quelles sont les manifestations de ces patients. Ces patients sont des patients adultes, d'un âge souvent assez moyen avancé, de l'ordre de 45-50 ans, et qui développent un tableau de douleurs musculaires diffuses, d'arthralgie, d'un syndrome de fatigue très handicapant, et nous avons progressivement réussi à comprendre que ces troubles étaient associés à des troubles cognitifs que nous avons investigués de façon tout à fait approfondie à Créteil, dans le centre expert de cognition de Créteil, qui est un des meilleurs centres français sur le sujet. Et donc, plus de 90% de ces patients ont un déficit cognitif impactant notamment l'attention, la mémoire de travail, des éléments qui, quand ils sont impactés sévèrement, comme c'est le cas chez eux, rendent la vie professionnelle extrêmement difficile. Donc, ce tripode, nous l'avons identifié chez ces patients, 90% des patients qui portent cette lésion myofasciite à macrophage chronique ont ce syndrome, et nous n'arrivions pas à voir quelle pouvait être la relation entre la persistance pendant des années, en moyenne 5 ans et demi, de la lésion vaccinale entre la biopsie et les derniers vaccins, et l'apparition de ces manifestations cliniques. Donc pour en avoir le cœur net, nous avons essayé de savoir que devenait l'aluminium injecté dans le muscle. Donc on a été très surpris de voir qu'aucune étude de long terme n'a jamais été faite sur la biodisposition de l'aluminium et des particules d'aluminium en particulier, injectées par voie intramusculaire. Les résultats ont été les suivants, c'est-à-dire que quand on injecte de l'aluminium dans un muscle de souris, 50% de l'adjuvant, 50% de l'aluminium disparaît dans les 4 premiers jours.
Et si on fabrique des particules fluorescentes avec un cœur fluorescent recouvert d'une enveloppe d'hydroxyde d'aluminium, qui permet de repérer le devenir des particules une fois qu'elles sont injectées dans l'organisme, on a eu la surprise de voir que ces particules étaient immédiatement capturées par les monocytes macrophages, ce qui remettait en cause l'idée que l'adjuvant était rapidement solubilisé et éliminé par voie urinaire, ce qui était cru jusqu'au moment de l'émergence de cette maladie, et qu'ensuite, les cellules chargées de ces particules sortaient du muscle, étaient drainées d'abord vers le ganglion lymphatique, puis sortaient du ganglion et circulaient dans la circulation sanguine pendant des mois et des mois après une injection unique intramusculaire. Et cette circulation sanguine s'accompagnait de colonisation d'organes distants comme la rate, comme le foie, mais ces organes avaient tendance à se remplir puis à se vider de ces particules. Et puis si on l'attendait suffisamment longtemps, on voyait apparaître des particules dans le système nerveux central. Alors cette apparition de particules dans le cerveau était donc très retardée, arrivée avec pour des proportions très faibles de l'aluminium injecté au départ, mais avait, contrairement à tous les autres organes, une tendance accumulative. C'est-à-dire qu'on a poussé jusqu'à 6 mois l'étude et on a vu que les particules fluorescentes d'aluminium s'accumulaient comme si elles pouvaient rentrer avec difficulté, mais qu'une fois qu'elles étaient rentrées, elles ne sortaient pas. Et on a compris que c'était effectivement le cas. Si on injecte directement les particules dans le cerveau, contrairement à n'importe quel autre organe, les particules restent trappées dans le cerveau, bloquées dans le cerveau, pour des raisons qui sont maintenant, commencent à être bien comprises, c'est-à-dire que le cerveau n'a pas d'efflux lymphatique, et donc les cellules ne peuvent pas sortir du cerveau, elles meurent sur place, et leur contenu est redistribué aux cellules neurales. Donc ça nous a paru très intéressant parce que ça expliquait bien les manifestations de nos patients, qui étaient donc des manifestations survenant toujours après l'administration vaccinale, que les manifestations étaient très exceptionnellement immédiates après une vaccination. Très souvent, il y avait un très long intervalle libre, asymptomatique, et qu'après plusieurs mois, une médiane de 11 mois, les malades devenaient malades. Et d'ailleurs, ils avaient oublié qu'ils étaient vaccinés. Et seule une investigation un peu policière de leur calendrier vaccinal permettait de repérer qu'ils avaient effectivement eu une vaccination dans l'année avant les premières manifestations. Donc, ces résultats nous ont paru importants. On les a communiqués à l'AFSAPS en son temps, qui n'a jamais refermé le dossier, mais qui n'a jamais réellement aidé à son développement. Et ce qui nous a fait réagir récemment sont deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on nous a avancé, vous parlez de syndrome, non, de manifestations cliniques aspécifiques. Là, il faut qu'on s'entende sur le mot aspécifique. Il est vrai que des douleurs musculaires peuvent se rencontrer dans n'importe quelle maladie musculaire. Il est vrai qu'une fatigue chronique, bien que là ce sont des fatigues très profondes et très prolongées de causes apparemment inexpliquées, soit quelque chose de très particulier, beaucoup de maladies s'accompagnent de fatigues particulièrement marquées. Vous prenez le sclérose en plaques ou une autre maladie auto-immune, très souvent il y a un syndrome de fatigue très marqué. Et puis les troubles cognitifs qu'on a décrits sont décrits dans la littérature comme mild cognitive impairment, et donc une atteinte cognitive modérée. Et donc, prises individuellement, ces manifestations ne sont pas spécifiques d'une étiologie. Par contre, prises en combinaison, les trois forment un syndrome qui est connu depuis 1993 dans la littérature, qui répond à deux séries de critères internationaux, qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique. Et il est important de savoir que ce syndrome de fatigue chronique touche 2% de la population nord-américaine, par exemple. Et en France, tout indique que c'est probablement un pourcentage de 1 à 2% également. Et que ce syndrome de fatigue chronique n'a aucune cause identifiée, qu'il peut être post-viral, mais qu'il n'a jamais été possible de trouver une cause virale unique au syndrome de fatigue chronique, qu'on a suspecté les vaccins régulièrement comme pouvant être responsables de ces syndromes de fatigue chronique, et que le coût pour les sociétés développées de ce syndrome de fatigue chronique sont absolument énormes,
puisque si on cumule les coûts directs et les coûts induits, on arrive, pour les seuls États-Unis, annuellement à 13 milliards de dollars de coûts du syndrome de fatigue chronique. Donc il nous apparaît que écarter la question d'une possible relation de l'administration vaccinale à base d'hydroxyde d'aluminium comme une cause, peut-être parmi d'autres, sans doute parmi d'autres, du syndrome de fatigue chronique était pas acceptable et que c'était le rôle des agences gouvernementales de se saisir de cette question. Ce qu'ils n'ont pas fait officiellement. Deuxième sujet de mécontentement, les travaux expérimentaux dont je vous ai parlé ont été, naturellement, dès que nous les avons eus, proposés à l'AFSAPS pour expertise, et c'était au moment de l'affaire du Mediator, et l'AFSAPS m'a fait la proposition d'un cercle vertueux entre eux et nous, où on leur présenterait nos résultats et nos futurs projets, et que eux mettraient leurs experts au travail sur l'analyse des résultats obtenus et les projets en développement, nous feraient des critiques pointues auxquelles nous aurions à répondre, et ceci dans le cadre d'une navette entre eux et nous, jusqu'à ce que le dossier paraisse parfait, impeccable et supportable par l'AFSAPS. Donc nous avons joué ce jeu dans les années, début de l'année 2010. On a eu donc plusieurs navettes. 17 experts de l'AFSAPS se sont penchés sur les résultats et sur les programmes. Et à l'issue de ce cercle vertueux d'interface entre eux et nous, M. Marimbert, dernier directeur de l'AFSAPS, a fait état de sa satisfaction sur le programme et sur le fait qu'effectivement, il apportait des éléments nouveaux dans le domaine qui méritaient d'être investigués et qui notamment ouvrait un point que je n'ai pas évoqué encore, mais qui est important, la voie à la compréhension des mécanismes de susceptibilité individuelle à développer ces pathologies et cette intolérance au sel alimentaire. Donc, avant de revenir sur ce dernier point, j'aimerais souligner la chose suivante, c'est que nous étions tout à fait tranquilles sur le soutien de l'AFSAPS, puisque c'est eux-mêmes qui nous avaient proposé cette procédure vertueuse, et quelle n'a pas été notre surprise de voir que quand l'AFSAPS a ouvert son premier appel d'offres sur les effets secondaires, sur la compréhension des effets secondaires des médicaments, notre dossier, nos deux dossiers, celui de recherche clinique et celui de recherche fondamentale, ont été stoppés et non financés. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'aucun dossier sur la sécurité vaccinale n'a été retenu lors de cette première appel d'offres. Donc, là, c'est totalement incompréhensible, parce que nous avions répondu à une procédure vertueuse proposée par l'AFSAPS elle-même, c'était à la virgule près ce qui avait été acté comme idéal pour le groupe des experts de l'AFSAPS, et pourtant nous étions bloqués. Alors, le point j'aimerais conclure, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, sur un point concernant la question de la sensibilité ou des facteurs de susceptibilité individuelle. Il est évident que nous avons tous reçu, et nous recevrons tous, des vaccins adjuvantés par les sels d'aluminium. Heureusement, la plupart d'entre nous ne s'en portera pas plus mal. Et donc, très tôt, one of the biggest in the world, and we deal with all kinds of autoimmune diseases, from the causes, the reason, the etiology of the diseases, to the novel therapies. And therefore, one of my main interests was some environmental causes like vaccines, as well as other adjuvants which exist, for instance, in silicone implants, as well as in other metals, which may be one of the main causes of autoimmune diseases so far. The ASIA is an acronym which denotes autoimmune syndromes, in plural, induced by adjuvants.
this means Asia. It brings together at least 4, if not more, conditions which are induced by adjuvants, which are agents aimed in stimulating the immune system. Just to summarize, autoimmune diseases are caused by stimulated immune system which reacts against our own tissue and organs. Therefore, it's very logical and conceivable that adjuvants may be one of the causes of autoimmune diseases. Furthermore, many of the infectious agents, bacteria and viruses, which are known to induce autoimmune diseases, are doing it in the mechanisms of adjuvants. And the idea is that there are many cases now in the literature, and we summarize them in a book in which vaccines cause autoimmune diseases in persons with genetic background. Therefore, I would like to emphasize that I am not against vaccines, but I think that we should diagnose these patients because we need to treat them properly and maybe avoid the adjuvants at an early stage. I hope that in the future, knowing all these 4 symbols and maybe additional conditions, we will be able to know better who to vaccinate or whom to allow silicone implants and whom to install. Don't do it because it might be the side effect. The adjuvants have at least 3 different mechanisms. One, they stimulate the innate immune system, the most primitive immune system, the first immune system which is exposed to the external world, and this is called the toll-like receptors. The second mechanism is by inhibiting the degradation of the antigen and therefore exposing it for a longer time to the immune system. Pendant plus longtemps au système immunitaire. Sans oublier en particulier que les adjuvants peuvent créer des inflammations dans la zone d'injection. Ces inflammations augmentent la réaction du système immunitaire. Donc ces 3 mécanismes jouent de concert pour stimuler le système immunitaire dans le cas de l'ASIA contre les constituants de notre corps. C'est pour ça qu'on appelle ça des réactions anti-immunitaires ou anti-inflammatoires. Dans le système, on trouve une grande variété de symptômes et de signes, tels que des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, en particulier des manifestations neurologiques, telles que des troubles cognitifs, des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil. Et il semble être semblable et commun à ces 3 affectations à cause des poses d'implants ou à cause de la suite d'un vaccin. Tout d'abord, ça, en particulier pour des parents ou des membres de la famille au premier degré, aussi, c'est les gens qui ont le plus gros risque de développer les syndromes à la suite des vaccins. Tout au moins, dans les MFM, dans beaucoup de cas de vaccins, il y a un marqueur génétique qui s'appelle HLA, dit N1, qui est un marqueur génétique qui a été hérité de votre père ou de votre mère et aussi utilisé pour pouvoir déterminer, savoir si vous êtes vraiment le père ou la mère. Ces éléments génétiques sont connus par nous et à l'avenir, ils nous permettront d'éviter des implants en silicone ou des vaccins à base de sel d'aluminium grâce à ces matériaux génétiques. Donc,
si on peut éviter les dommages et les problèmes, c'est très important. Parce que normalement, on utilise des vaccins pour aider les gens et les corps sains. C'est un moyen de protection pour l'avenir. Le FDA aux États-Unis a déjà apporté son soutien à ce type de recherche aux États-Unis et j'espère que d'autres agences sanitaires dans d'autres pays vont décider et vont comprendre finalement l'importance d'inviter ce syndrome plutôt que de traiter après qu'il soit diagnostiqué. L'aluminium est bien connu, une substance bien connue. C'est bien connu depuis des années pour affecter le cerveau. Il y a 30 ou 40 ans, les patients qui étaient en dialyse ont développé des encéphalopathies à l'aluminium. Donc, c'est donc une substance très importante qu'il faut analyser. Et son analyse va nous fournir des informations en ce qui concerne des substances supplémentaires. Donc c'est un problème très important dans lequel beaucoup de gens n'y croient pas encore, mais peu à peu, grâce aux efforts du professeur Gherardi, moi-même et au professeur Shaw au Canada, de plus en plus de gens maintenant de recherche, et grâce à nous, de plus en plus de gens comprennent que c'est un problème très grave en médecine. Très bien. Monsieur Christopher Exley vient d'arriver, donc on va lui donner la parole. Donc il vient de Grande-Bretagne. Mr. Exley, donc Christopher Exley est le grand spécialiste de l'aluminium dans toutes ses dimensions. Et donc, depuis 20 ans, il travaille sur le risque aluminique dans toutes ses composantes, donc, dont le vaccin n'est qu'un des avatars. Je vais lui laisser la parole. Thank you. Water, yes. So, good morning. I used up all my French in the taxi on the way here. And complaining in the airport about the queues of passport control, so I'm sorry I'm late. So my name is Chris Exley. I work at Keele University in the United Kingdom, and for the past 25 years or so, I've worked on the subject of aluminium, how aluminium or aluminum influences all living things. So this is my life's passion. So this is what I understand. One thing you learn very quickly about aluminium is that each and every one of us is exposed to it in myriad different ways all of the time. So today we live in something that I call aluminium age. So when I went to school, we learned about the Iron Age, the Copper Age, the Bronze Age. Well, the last 100 years or so has been the aluminium age. And of course, quite rightly so, because when we discovered how to get aluminium out of its ores and use it, we found the most versatile, the most wonderful metal, which we can use in so many different positive ways. The interesting thing about aluminium is that very shortly after it was first used in those ways, in the early part of the last century, there was a great deal of speculation about its toxicity, much coming from here, from France. Much speculation about aluminium and cancer. Lots of things were published in the early part of the last century, and then we had a period of about 50 years or so, when this seemed to go away, or at least the problem went away. And the problem perhaps reappeared, most notably, with the investigations of human neurodegenerative diseases, and particularly Alzheimer's disease.
where it became clear that the main pathologies of these diseases, that aluminium was associated with those pathologies in the brain. And those associations, which were found in the 60s and early 70s, are those associations which we still see today. We haven't proven that aluminium causes or even indeed has a role in Alzheimer's disease. But there's a great deal more evidence to suggest that that is the case today. See, much more relevant, I think, to this meeting is what's different about, for example, the way that we use aluminium in a vaccine as an adjuvant. And what is different is that most of the time in our everyday exposure to aluminium, an exposure which means that every cell in our body has a small amount, 1 or 2 atoms of aluminium there, is that for most of us, what happens is we have this essentially slow but consistent exposure over years, decades. And indeed, we will all have more aluminium in our body when we die than when we were born. The difference is that when it's used as an adjuvant in vaccines, is that we actually add a very large total amount of aluminium to the body in one go. It may seem like a small amount, it's less than a milligram. But less than a milligram in a very tiny volume of, for example, muscle interstitial fluid. And then the question is, how does that milligram of aluminium react with the biological environment? And that's something we are researching right now, actually. And it's actually something we know very little about, despite having used aluminium adjuvants for nearly 100 years. So understanding the biology of that is one of the areas that we are concentrating on at the moment. Now, one thing that seems clear to myself, who I began my work looking at why aluminium killed fish in acid waters. Moved on from that. We specialize in understanding what we call the biological availability of aluminium, how it reacts in the biological environment. And you can imagine the first thing that potentially happens when you put an aluminium adjuvant as a vaccine into the body is that that material can react actually in a number of different ways. Some of it immediately dissolves to release the free metal cation, a small proportion initially. And that in itself will have immediate reactions at the site of injection. And when we all have our vaccinations, we all produce some sort of response, even if it's a tiny little red mark. And most of that is due to an initial toxic response, the toxicity of aluminium. It's a controlled toxicity when it's used in the form of an adjuvant, or at least that's how we understand it to be. A controlled toxicity which then, in the main, initiates, we believe at least, one of 2 major types of immune response. So our main understanding is that we produce a response which goes through the antibody route of immune response, known as the Th2 response, and we believe it is less responsible in promoting a Th1 response. However, when you go backwards again, remember that actually it's a very large dose of aluminium that you are hitting that initial site with. And it's becoming likely and probable to us that the reason we potentially see one response as opposed to another response
is because initially the Th2 response is overwhelming. It's the toxic response, the main toxicity. However, that aluminium doesn't just immediately all dissolve and disappear off the body. It isn't taken up by cells and taken away. Some of it persists. And actually what you get, potentially at least, is a dose response over time. Meaning that the aluminium remains at the site of injection for longer periods of time, is still biologically reactive, but potentially is going down a different route. And we're beginning to believe that this is how one might, in fact, actually engineer aluminium adjuvants to produce different types of responses by not using the overwhelming response that we use at the moment. We use that because it's so effective. We can use the tiniest amount of antigen, as long as we have loads of aluminium, which will produce a big response and a big antibody response. And that's what we want, isn't it? Well, it may well be what you want to save money on the antigen, but is it what you want in terms of biological response? The other aspect of this, which Professor Gherardi is pioneering now, is to understand what happens to the particulate aluminium, not the aluminium that is dissolved, but the aluminium that is disaggregated perhaps into smaller and smaller particles, some micron size, some potentially nano particles, which can then be taken up by all manner of different types of infiltrating cells. And what we almost certainly know is that, again, different types of cells will take up different subsets of that aluminium depending upon the particle size. So the larger particle sizes will be taken up actively by endocytosis, by certain types of cells actually going along and eating it, perhaps taking up the lymph nodes, initiating immune response. But other types of cells, aluminium will enter them because the aluminium is much smaller by other mechanisms, potentially again producing other types of response. That particular aluminium will be redistributed from the site of injection by the different types of cell types. The possibility, and it seems a more real possibility today than it perhaps did 2 or 3 years ago, that some of the aluminium at the site of injection may then also go into the brain. Now that is a very real possibility from the type of animal work that people like Professor Gherardi have undertaken, and indeed from other work using nanoparticles of other types, including aluminium-based nanoparticles. There's lots of evidence now that this type of material, not always added as an adjuvant, but when entering the body, can also enter the brain. The significance of that is also interesting because, again, when we live in our aluminium age, and our brains, our neurons, slowly accumulate aluminium, primarily you do so via a very slow accumulation of the free metal, the Al3+. Goes into the blood, gets picked up by proteins, gets carried around the body, is able to pass the blood-brain barrier. Eventually, it can end up perhaps in a neuron. It may bind to the DNA for a citrate or phosphate pool, but it is getting there as atoms of aluminium. Atom at a time, almost, you can think of it. So it's a slow accumulation over time. What happens if some form of dendritic cell or other picks up aluminium from the site of a vaccine injection and carries it across the blood-brain barrier? This is actually now more similar to an acute response in that you're bringing essentially a large amount of aluminium into the brain very quickly.
very Sullivan. It's a different type of exposure, and it's a type of exposure we know absolutely nothing about. And bear in mind what happens when you put an aluminium adjuvant under the skin or into the muscle. You get a huge pathological response. That's how adjuvants work. That's why our vaccines work. So what then happens if a significant amount of that material is also delivered to the brain? The body has absolutely no way of dealing with aluminium. It doesn't recognize aluminium. It doesn't know that it's aluminium. It sees it as a particle. We know that. Aluminium is a silent visitor to our body. So then gets to the brain in this form. It can be an adjuvant in the brain. It could produce an immune response. It could produce an inflammatory response. We don't know is the answer to that. I'm speculating. But there's no reason why the same sort of reaction you get when you have your injection in your muscle here is not happening when that aluminium is delivered to the brain. One of the arguments always, I've seen it particularly with the MMF situation, is yes, but only a very small proportion of individuals get MMF. Well, that is probably true. But a larger proportion of people get a wide number of autoimmune conditions, one of which many of us probably know, multiple sclerosis. Who knows what causes multiple sclerosis? No one in this room, no one out there, no one beyond. So the causes of autoimmune diseases are unknown almost entirely. Is it too much to speculate that these diseases have come in parallel with our living in the aluminium age, using it in the way that we do, and potentially using it more and more and more as adjuvants in vaccinations? 90% of most vaccinations have aluminium. I'm speculating based on all the knowledge and everything that I know. But I can't afford to say, no, that cannot happen. And that's why I want to understand the biology of aluminium. That's why I would support research of this type that Professor Djepadi wants to do. I try to support work that everyone wants to do on aluminium, as long as it's sound, well-based, well organized, etc. We need to know this because we don't know. Lack of knowledge does not mean that something is safe to use. That is what we're understanding now about aluminium. The more knowledge we have, the more we need to understand it so that we can use it safely. We cannot get aluminium out of our lives. We have to understand how to use it safely. Merci, thank you. Donc je vais, en fonction donc, de tous ces éléments de recherche, ça nous renvoie à beaucoup de questions. Ce manque de connaissances quand même sur un produit qui est hyper banal, qu'on voit de partout, avec la problématique aussi spécifique des vaccins, parce qu'il est de dire que 80% des vaccins ont de cet aluminium. Nous, en France, entre l'hépatite A, l'hépatite B, les vaccins sur tétanos, c'est les vaccins qui ont tous de sel d'aluminium. Donc, je vais passer la parole à André, donc, qui est responsable du réseau Santé-Environnement. Environnement Santé. Environnement Santé. Il ne faut pas mettre l'un avant l'autre, ça change tout. Et tu vas nous dire un peu quelle vision tu as de cette problématique. Mais je crois qu'effectivement, le dossier qui est présenté est une illustration supplémentaire d'un dysfonctionnement de notre système de sécurité sanitaire. Je crois que ce n'est pas un événement qui spécifique.
c'est un événement qui suit d'autres événements et on a régulièrement ces problèmes qui montent à la surface et on a un peu les mêmes ingrédients à chaque fois. On a effectivement, là c'est une équipe de scientifiques qui sont en position de lanceurs d'alerte, on a des malades aussi qui portent effectivement cette question. Et on a une réponse de l'institution qui va tendre à marginaliser les scientifiques, à les faire apparaître comme un peu bizarres, ne correspondant pas à ce qui se dit habituellement. Et puis pour les malades, c'est très simple, on va psychiatriser l'expérience. Pour dire si effectivement ces gens pensent que c'est un événement qui est responsable de leur maladie, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, et donc ça n'est pas un problème à traiter en soi. Je crois qu'on a de multiples exemples. Je crois qu'on est vraiment dans cette situation aujourd'hui où il faut refonder notre système de sécurité sanitaire. Et j'étais stupéfait, hein. Vraiment je pèse mes mots, de voir la réponse qu'a faite la directrice de l'INVS à ce sujet. Je veux dire, on a un institut qui s'appelle l'Institut de veille sanitaire, donc qui est là justement pour faire la veille sanitaire, qui est là pour repérer les événements nouveaux, qui est là pour stimuler la recherche, pour essayer de comprendre effectivement ces événements. Et on a là en face une institution qui est, pour le coup, autiste, et qui ne remplit pas le rôle qui lui est donné par la loi de 1998. Et parce que l'enjeu santé-environnement, de façon générale d'ailleurs, est un enjeu qui est sous-estimé aujourd'hui. On le voit bien d'ailleurs dans la politique de santé, plus largement, ça dépasse d'ailleurs le système de sécurité sanitaire. On a un système de santé qui reste basé sur le soin, qui ne s'intéresse pas aux causes des maladies, qui a comme seule explication sur ces maladies chroniques, eh bien effectivement que c'est normal, c'est le vieillissement et donc circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'en fait, le constat aujourd'hui il est fait d'ailleurs au plus haut niveau, puisque l'OMS a tenu en septembre 2011 une conférence internationale à l'invitation de l'Assemblée générale de l'ONU qui a publié la déclaration de New York signée par les 193 chefs d'État qui dit qu'il y a une épidémie de maladies chroniques dans le monde. Voilà. Ce constat a été fait. Alors après on peut discuter sur la nature du constat et il y a beaucoup de choses à dire, mais au moins ce constat est fait au niveau international. La France l'a signé bien évidemment, mais est-ce que vous avez entendu une suite à cette déclaration de New York? Absolument rien. On signe une déclaration où on dit il y a une épidémie de maladies chroniques dans le monde, et donc cette épidémie, elle existe aussi en France, eh bien nous n'avons aucune suite. Il y avait eu un comité préparatoire en France qui n'a pas eu de suite aujourd'hui, un an après, malgré un certain nombre de demandes. Et donc on a vraiment un enjeu là, de refonder le système de sécurité sanitaire, le système de santé, à partir de la question qui doit se poser en permanence, savoir quelles sont les causes de ces pathologies. Alors évidemment, on est toujours en face de problèmes complexes, comme celui qui est effectivement décrit aujourd'hui, mais c'est justement parce que c'est complexe qu'il faut faire de la recherche. Or, qu'est-ce que l'on a comme effort de recherche en matière de santé-environnement? On a une situation où on est très en retard par rapport à la plupart des pays développés, et on a même une tentative, je fais référence à la décision de l'ANR l'an passé de supprimer les crédits, enfin officiellement c'était, on avait reporté la décision du César dans ce programme santé-environnement, pour y réfléchir, c'était pour réfléchir. On a besoin de réfléchir 6 mois de plus, et en fait ce qui a permis, enfin ce qui a eu pour conséquence en tout cas de stopper l'émergence des programmes de recherche et la constitution d'équipes de recherche en santé-environnement. Donc c'est un mauvais signal qui a été envoyé effectivement à la communauté scientifique. Heureusement, heureusement en partie, la réaction assez vive de cette communauté et le soutien qui a été apporté dans la société à cette réaction a fait en sorte que la décision a été rapportée, mais les dégâts ont été faits et on a perdu 6 mois et plus que quelque part, puisque c'est la question de savoir comment on constitue une équipe de recherche sur ces questions santé-environnement, c'est de savoir si on peut travailler sur la durée, si on aura des financements pérennes, parce qu'évidemment, un effort de recherche dans ce domaine ne peut pas se construire sur des échéances de 6 mois ou 1 an. Et donc on a un véritable enjeu aujourd'hui
autour des maladies de l'hypersensibilité. Enfin, on peut les appeler de différents noms, mais moi, ce qui me frappe, c'est pour ça que je suis très critique sur la position obscurantiste de la directrice de l'INPS. On a ces maladies de l'hypersensibilité, sont des estimations dans le pays. Et là, par exemple, je regardais encore ce matin Medline, je voyais que je tapais syndrome de fatigue chronique. On est à peu plus, je vais vous donner le chiffre exact, 5803 références. Voilà. 5803 références sur syndrome de fatigue chronique. Les estimations selon les pays sur ces différentes maladies, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, hypersensibilité, hypersensibilité, on est à 1 à 5% de la population. Le sida, par exemple, c'est bon en France, c'est 2 pour 1000. Donc ça donne l'ampleur effectivement du phénomène, de maladies qui touchent une fraction importante de la population, avec des conséquences. Alors on me dit, ah oui, mais c'est pas mortel, etc. Oui, enfin c'est quand même une mort sociale, généralement, pour un certain nombre de gens qui perdent leur travail notamment, et puis des conséquences donc, difficiles à gérer, effectivement, au plan personnel et au plan des emplois. Donc on a un problème de santé publique important, avec des causes qui sont en partie mais peu identifiées, mais là aussi effort de recherche nécessaire. C'est pour ça que nous demandons d'ailleurs qu'il y ait un plan sur ces maladies environnementales émergentes, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des mécanismes communs et que la description de ces pathologies repose plus aujourd'hui sur des critères cliniques que sur une entité effectivement commune. Autre enjeu, la croissance des maladies neurologiques. Là aussi, on dit c'est normal, c'est le vieillissement. Donc on a évoqué la question d'Alzheimer. Quand on regarde les données de la littérature, notamment les données qui viennent des registres de jumeaux scandinaves, alors au passage, je remarque toujours que nous n'avons pas de registre de jumeaux en France, bien que nous ayons suffisamment de jumeaux, je pense, et qu'on aurait besoin aujourd'hui, pour comprendre effectivement ce lien santé-environnement, d'avoir cet outil. Ce n'est pas un pays comme le Danemark a constitué ces registres de jumeaux depuis les années 1930. Et bien en France, on est toujours à se poser la question, est-ce que vraiment on a besoin de ce type d'outil? Là, voilà encore une carence importante dans un signe de dysfonctionnement de notre système de sécurité sanitaire. Il y a des données, effectivement, on est obligé de se référer aux données des pays scandinaves qui nous disent, effectivement, pour l'Alzheimer, on est à 50% de causes environnementales. Après, c'est intéressant, effectivement, de voir ce nom-là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, on a là un véritable enjeu de santé publique sur la croissance de ces pathologies, donc sur la compréhension de l'origine de ces pathologies qui est tout sauf un événement normal, qui serait simplement la conséquence tout à fait du vieillissement, comme si on ne pouvait rien y faire, puisque le vieillissement, on ne peut rien y faire. Et puis, il y a un enjeu autour de l'aluminium, et puis largement des pollutions par les métaux, c'est effectivement un enjeu sur les causes, effectivement, de l'exposition de la population. Alors là, on parle des vaccins, mais il y a d'autres sources, la source notamment tout l'enjeu autour du traitement de l'eau. Et là aussi, la pression qui a été faite sur les équipes de l'INSERM qui avaient publié sur le sujet, sur le lien Alzheimer et traitement de l'eau par le procédé à l'aluminium, on voit bien effectivement, on voit bien la même démarche derrière pour essayer de faire taire finalement ceux qui remettent en cause effectivement la façon classique de penser les choses, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper du lien entre santé et environnement. Je crois que donc on a besoin, et on l'a dit effectivement à l'occasion de la conférence environnementale, de refonder notre système de sécurité sanitaire. Alors je dois dire que nous n'avons pas été entendus jusqu'à présent, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y renoncer. Je pense que les faits sont têtus et que nous avons besoin aujourd'hui d'une véritable ambition dans ce domaine, parce que on est en train de discuter du plan de financement de la sécurité sociale et j'observe une fois de plus que cette discussion sur le financement de la sécurité sociale se fait sans aucune référence à la situation sanitaire. C'est une énormité quand même, de pouvoir discuter du budget finalement de la santé sans se poser la question de savoir d'où viennent les dépenses, pourquoi la dépense augmente. C'est la croissance des maladies chroniques qui, je le rappelle, représente 83% des dépenses de santé, 83%. Les affections de longue durée représentent 62%, avec une progression de 3 à 4% par an. Donc on est dans un phénomène, effectivement, on est dans le mur. Et il faut s'interroger pourquoi, effectivement, on est arrivé dans le mur. Eh bien, ce questionnement n'a pas lieu parce qu'effectivement, dans les ministères, dans les administrations, eh bien, on est formaté avec une façon classique, très ancienne,
je dirais même archaïque aujourd'hui, de poser des problèmes de santé. C'est ça qu'il faut aujourd'hui réussir. Alors, d'où le soutien effectivement à cette initiative, mais aussi la nécessité de rassembler toutes les forces qui sont, et elles existent effectivement, qui considèrent que tout ça n'est pas normal. Il faut effectivement aujourd'hui repenser nos systèmes de santé en fonction bien évidemment développer et conforter le système de soins, mais évidemment se préoccuper des causes des maladies. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, et on a besoin d'un système de sécurité sanitaire qui joue son rôle, au lieu de jouer son rôle d'amortisseur et de négation permanente, quasiment permanente. Enfin, l'AFSAPS, on a eu l'affaire de Mediator. Je peux dire que sur le santé-environnement, l'affaire du bisphénol, si nous n'avions pas porté cette question, eh bien, et la question des perturbateurs endocriniens, on en serait toujours à dire qu'il n'y a aucun problème effectivement avec cette molécule, qui imprègne effectivement 95% de la population, comme l'ensemble des perturbateurs endocriniens d'ailleurs. On voit bien effectivement la nécessité de changer cette logique-là. Voilà. Donc c'est pour ça que nous soutenons effectivement cette initiative, et nous soutenons notamment la protestation contre ce blocage des crédits de recherche, parce que là on est face à une logique obscurantiste qui n'est pas acceptable. Voilà ce que je peux dire pour compléter ce qui a été dit. Très bien, donc vous voyez ce soutien, il ne vient pas du hasard, hein, il vient de toute cette prise de conscience de ce lien entre les causes. On veut connaître les causes et on voit aussi qu'on a un manque de connaissances, donc c'est assez surprenant qu'on ne booste pas la recherche là-dessus pour comprendre le pourquoi de ces maladies. Et en même temps, moi ce qui m'a interrogé, c'est quel est le lien qu'on fait avec ces myofascies à macrophages par rapport au syndrome de la fatigue chronique. Je veux dire que c'est quand même une des premières interrogations, est-ce qu'il y a un lien ? Et ensuite, on parle beaucoup de maladies d'Alzheimer. Quel est le lien de toutes ces maladies neurodégénératives dont on ne sait pas les causes? Et ça a été plusieurs fois évoqué. Alors, on attend combien de morts, hein? Combien de maladies? À combien on va déclencher? Et puis, on a ces autorités sanitaires, comme tu viens de le dire, qui sont autistes. Il faut vraiment les provoquer pour qu'elles bougent et elles prennent en compte les différentes études. Alors, le seul côté quand même positif, et on le doit un peu André, c'est, moi qui suis sur le plan européen, la France fait figure de booster sur l'aspect du bisphénol. Et en ce moment, moi je suis rapporteur sur les perturbateurs endocriniens, et ils disent qu'il y a deux exemples de pays qui ont bougé, c'est le Danemark et la France. Donc ça nous montre aussi qu'on a toujours besoin d'une pluralité d'agences. Parce que si on attendait que ce soit l'EFSA, sur le plan européen, qui bouge, voilà, vous voyez que là, ce sont des agences nationales qui font que ça remet en question un peu le protocole de l'EFSA. Donc vous voyez que cette pluralité fait aussi à ce qu'il y a un peu une concurrence et une mise en cause de toutes ces agences et de leur fonctionnement. Donc voilà, les questions sont ouvertes et on va y aller. Je compléterai, oui. Bon, par rapport à l'actualité, quand même, la nécessité, parce que c'est en discussion au Sénat, d'avoir une loi de protection de l'alerte et de l'expertise. On voit bien l'enjeu autour de l'expertise. Là, on a un avis de non-recevoir qui est lancé par l'AFSAPS et par l'IFPS, et puis voilà, on devrait effectivement s'arrêter. Alors qu'on voit bien que les arguments qui sont mis en avant ne tiennent pas la route, donc on a besoin, et c'est le point de vue qu'on défend aujourd'hui à travers cette loi, d'une haute autorité de l'alerte et de l'expertise, qui effectivement suffisamment définit la déontologie de l'expertise, de façon à ce que les arguments bateaux qui sont avancés puissent être contestés si besoin est, et donc une structure qui permette à la fois de définir la déontologie de l'expertise, mais aussi de faire respecter cette déontologie, de façon à ce que les agences fonctionnent à partir d'un cahier des charges et qu'on respecte effectivement ce cahier des charges. Deuxième aspect, la problème des conflits d'intérêts, on n'a pas évoqué, mais on voit bien que sous-jacent effectivement dans ce dossier la question des conflits d'intérêts, parce que là on est effectivement dans la remise en cause d'un adjuvant, et donc il y a des intérêts économiques qui défendent effectivement l'utilisation des adjuvants, ce qu'on comprend très bien, mais ça ne leur donne pas l'autorité pour trancher sur le plan de la santé publique. Et ça ne leur donne surtout pas l'autorité pour décider à la place des autorités sanitaires. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On aurait aujourd'hui ce dispositif prévu par la loi, le projet de loi en tout cas, une haute autorité. Nous saisirions effectivement la haute autorité et le débat pourrait avoir lieu
mieux de façon beaucoup plus sereine qu'il n'a dû aujourd'hui, effectivement. Allez-y. Bonjour, je suis médecin généraliste. Je suis très contente d'être là et cette conférence est due. Donc, quelques remarques. Déjà, il y a la pharmacovigilance qui existe normalement. Et donc, nous, on serait censé déclarer les effets secondaires. Récemment, j'ai vu une maman qui m'a parlé de sa fille qui est hospitalisée avec des problèmes neurologiques et des fièvres à 41, 3 semaines après le ROR. Et on lui a dit, oh non, c'est pas forcément le vaccin parce que c'est 15 jours. Donc moi, j'ai jamais compris que le vaccin pour protéger 10 ans et les effets secondaires, c'est que 15 jours. Voilà déjà. Ensuite, l'effet cocktail, vous connaissez. Donc, entre le mercure des plombages qui passe la barrière placentaire et le nourrisson du pharma qui reçoit un certain nombre de vaccins, aluminium plus mercure. On parle au livre de Marie Grossman, menace sur le neurone. Le DT polio a disparu il y a quelque temps. C'était le seul vaccin sans aluminium, donc il valait 6 €. Le Gardasil, il coûte 120 €. Voilà. Celui déjà qu'on avance, c'est déjà un peu cher. Ensuite, le problème de effets cocktail, c'est par rapport à d'autres sources de pollution, donc les champs électromagnétiques de la barrière et la barrière métallique, donc supportable, le vaccin, parce qu'il faut passer un certain nombre de facteurs. Alors, si on commence à diagnostiquer les patients sensibles, ça va coûter bien plus cher. L'histoire du phosphate de calcium, ça avait déjà été évoqué il y a quelques années, mais le rapport avait dit que ça va coûter très cher de remplacer leur installation, fabrication. Et puis en dernier, je dirais qu'en médecine, on a 100 ans de retard sur la science. Et donc, le professeur Montagnier a dit qu'il y a quelques temps, dans son dernier bouquin, une maladie égale un virus égale un vaccin, c'est un peu dépassé. Voilà, donc il y a un chef de service d'élaboragie et aussi à force d'empêcher les enfants à la maladie augmentée. Vous avez parlé du système immunitaire, donc à TH1 et TH2, donc on a rejoint les maladies vers les maladies auto-immunes et infectieuses. Voilà. Donc, si on peut faire quelque chose pour favoriser les déclarations des effets secondaires des vaccins, parce que c'est complètement déroulé. Voilà. Et puis, si en dernier, quand il y a l'histoire du vaccin de l'hépatite B, il y a eu une enquête des renseignements généraux. Enquête sur les opposants au vaccin, s'il s'agit d'une association, est-ce qu'elle est répertoriée dans les faits, et s'il s'agit d'un médecin, est-ce qu'il y a des problèmes dans l'ambiance. Je voulais juste parler, c'est pas vraiment une question, des observations. Ouais. Je voudrais juste rebondir sur deux aspects que vous avez abordés. Supplémentaire, je suis président de l'association E3M, je suis à l'origine de cette conférence de presse. Je remercie bien sûr tous ceux qui l'ont porté et tous les participants ici. Deux mots d'abord sur le DT polio. Quand vous avez parlé effectivement de sa suspension en juin 2008, il a été question de financement de la sécurité sociale, de difficultés financières au niveau de la sécurité sociale. À minima, le coût de cette suspension, c'est 4 millions d'euros par an. 4 millions d'euros, si on pense que les personnes qui seraient vaccinées avec les polio sont passées au Rétaxis, qui est l'équivalent avec l'aluminium, c'est plus cher. Et s'ils sont passés par des Pinsa ou hexavalents, c'est des millions d'euros supplémentaires. Je pense qu'on n'a pas obligatoirement besoin pour l'instant. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir aussi, c'était par rapport au phosphate de calcium. On entend régulièrement dans la presse que le phosphate de calcium ne serait pas aussi efficace que l'hydroxyde d'aluminium. C'est absolument faux. Si vous voulez aller voir les dossiers sur le site de 3M, vous aurez des informations détaillées. 3 exemples. Novartis travaille sur des vaccins adjuvantés sur phosphate de calcium. Le CNRS en France sur des vaccins anti-sida adjuvantés sur phosphate de calcium. Et le service de santé des armées américaines développe des vaccins contre l'anthrax adsorbés sur phosphate de calcium. Maybe I can just give a general answer to everything that you've said, which is we use aluminium as an adjuvant because of its efficacy
because more than 80 years ago we came across it by chance, by trying many different types of possible adjuvant, and we looked for something which produced a very positive response, but also had no obvious or overt toxicity. No one died immediately from the vaccination. Now, what have we done in the last 100 years? We've just continued to use this adjuvant. Actually, in the same ways we continue to use mercury as a preservative. It works. We've shown no interest, apparently, unless there is research we do not know about, we've shown no interest in testing its safety over that entire period of time. There has never been any attempt to test the safety of aluminium adjuvants. In fact, in the majority of research looking at their efficacy, the control for a vaccine which uses an aluminium adjuvant is the aluminium adjuvant on its own. So we've been controlling against something which is itself toxic and saying therefore that the vaccine is safe. So many of the things that you talked about are simply down to our ignorance. We don't know for sure that aluminium in adjuvants causes significant problems beyond perhaps the condition that Professor Girardi has discovered, maybe. But we also don't know that it doesn't. And there's probably been, we talked a little bit about conflicts of interest. There's probably been one of the best, really, propaganda campaigns you've ever seen, which has told everyone and anyone who wants to hear it that aluminium has been tested and is safe, but none of that is true. So until we understand why something works so well, first of all, we can't also tailor it so that it might still work beautifully and be safe. So no need to, throw away the baby with the bathwater here. We have an opportunity to use aluminium safely if we understand it. Un commentaire, si vous voulez, sur les... Discussion of this sort means that somebody somewhere has to admit that there is a problem with aluminium adjuvants, and therein lies the problem. Governments are not accepting this for whatever reason. We can all speculate. And indeed, other scientists in other areas, for whatever reason, are not accepting this. Until, of course, it's a vicious circle. Unless you can do the research to say that aluminium is safe or not, we won't have the answers that these people say are required. This is the difficulty I have had working on aluminium for 25 years. It's incredibly difficult to convince anyone that the most abundant metal on the earth, which is in every single cell in our body, which is highly biologically reactive, which has no biological function or essentiality and is only known to be toxic. Why should we work on that? Je peux faire un tout petit commentaire supplémentaire qui va dans la même direction. Nous ne sommes pas des spécialistes des adjuvants, d'une certaine manière. Mon groupe a rencontré les adjuvants totalement par hasard, en faisant de la pathologie neuromusculaire. Chris Exley travaille sur l'aluminium au sens large, et donc il a compris la question de l'adjuvant assez tardivement dans son cursus. Mais il y a des questions qui se posent et qui devraient être posées aux spécialistes, c'est de savoir, par exemple, est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un adjuvant dans les injections de rappel?
La FDA, dans les années 90, a dit on a besoin d'adjuvants pour la primo-vaccination, pour que les lymphocytes naïfs deviennent des lymphocytes effecteurs mémoire, mais pour réveiller des lymphocytes mémoire déjà éduqués dans le passé, l'adjuvant n'est pas nécessaire. Il faut savoir qu'actuellement aux États-Unis, si on suit les recommandations, 69 injections vaccinales sont administrées entre l'âge de 0 et 18 ans. Et qu'il y a 200 vaccins en développement. Donc moi je suis pour les stratégies vaccinales. Elles ont montré la capacité d'éradiquer des maladies d'une gravité dont on a oublié, mais qui était absolument effarante. De la variole à la peste, à la poliomyélite, c'est vraiment des grands fléaux qui ont été éradiqués grâce au vaccin. Donc la question n'est pas de remettre en cause le vaccin, mais de remettre en cause le fait que les adjuvants seraient totalement, absolument, sans exception, dénués de tout effet secondaire chronique. Si on dit ça, on peut multiplier les doses. Quand il y aura 250 administrations vaccinales dans le calendrier, ben, la catastrophe elle va arriver. Parce que quelque chose qui va toucher une personne sur 10 000, quand 7 milliards d'individus vont être vaccinés avec des doses sans cesse croissantes au motif qu'il n'y a aucun problème, eh bien vous verrez que les problèmes seront là et bien là. Vous parlez des agences et des conflits d'intérêts. Est-ce que vous avez envie de commenter les dernières nominations à la NSM? Le conseil scientifique il y a la semaine dernière. Non, c'est pas mon travail, ça. C'était pour André Chicolela, c'est André Chicolela qui l'a parlé. Désolé, excusez-moi. Conseil scientifique de la NSM. Vous faites référence à qui? Ah non, mais je fais référence au conseil scientifique qui vient d'être nommé la semaine dernière. Je n'ai pas regardé dans la nature des nominations. Dans le système pour lequel nous plaidons, c'est-à-dire un système effectivement qui soit contrôlé par une haute autorité, effectivement la question des conflits d'intérêts doit être traitée par cette haute autorité. Aujourd'hui, effectivement, on peut le faire cas par cas. Au niveau européen, le CEO, c'est-à-dire le Corporate Observatory, le fait très bien d'ailleurs. Tu pourras rebondir, Michel, sur ce travail au niveau européen, parce que la situation européenne est tout aussi plus grave même d'ailleurs que la situation française de ce point de vue-là. Parce qu'aujourd'hui, la déclaration de conflit d'intérêts se fait de façon volontaire, personne ne vient vérifier effectivement la validité de cette déclaration. Ça, c'est tout à fait anormal. Alors, on comprend, je ne mets en cause personne, a priori tout le monde est vertueux, mais on sait bien que si vous n'avez pas de code de la route et vous n'avez pas de gendarme pour faire respecter le code de la route, la vertu disparaît assez rapidement. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui, on a besoin d'un code de la route, on a besoin de gendarmes. Oui, juste deux choses. Je voulais vous parler de deux choses. Sur les conflits d'intérêts, au niveau européen, on a notre agence européenne des médicaments, où là je me suis beaucoup plus, j'ai regardé ça de beaucoup plus près. J'avais saisi l'OLAF à l'époque sur l'affaire du Mediator. Parce qu'on avait un Français qui était responsable de l'AFSAF et en même temps qui était responsable de la pharmacovigilance. Pour reprendre votre... Et c'est vrai qu'au niveau de la pharmacovigilance, c'était la femme de cette personne, elle travaillait chez Servier. Et donc, il n'a pas fait remonter, vous voyez, tous les effets secondaires qui provenaient d'Espagne et d'Italie. Et lorsque j'avais posé cette problématique au niveau de l'Europe, on me disait non, mais le Mediator, on ne s'en occupe pas, c'est un problème franco-français. Donc il a fallu qu'on revienne là-dessus, c'est pas franco-français, puisqu'il y a l'Espagne, l'Italie. Et Dali, à l'époque, a dit ok, Rivasi nous emmerde, on va faire les stress tests sur la directive de la pharmacovigilance. Est-ce qu'un nouveau médiateur peut être possible au niveau de l'Europe? Ce stress test a eu lieu et la conclusion c'était qu'un nouveau médiateur était possible. On n'avait pas séparé suffisamment les experts qui donnent l'autorisation sur le marché par rapport aux experts de la pharmacovigilance. Suite à ça, on a pu faire virer notamment Eric Abadi, qui était, vous voyez, aux deux endroits clés. Donc vous voyez que ça a une influence. Sauf que j'avais demandé que chaque agence ait une autorité qui contrôle les déclarations d'intérêt.
Et ça a été refusé, ça. Et la cause du refus, c'était de dire ça va donner trop de travail aux agences. Vous voyez? Bon. Et alors, c'est là où on a besoin de vous. Parce que sur la loi des lanceurs d'alerte et la haute autorité, il y a un blocage, je peux vous dire, ministériel. Parce que les agences disent, si on fait une haute autorité qui va contrôler l'expertise, les conflits d'intérêts, tout ça, ça va nous coûter de l'argent. Et on préfère plutôt faire un comité Théodule. Mais on ne veut pas, vous voyez, le rôle d'une autorité qui a un pouvoir, qui a des gens, etc. Et donc si c'est un comité Théodule, vous voyez, qui n'a pas le statut, le poids politique pour dire on se donne les moyens pour vérifier les conflits d'intérêts, on se donne les moyens pour regarder le statut d'expertise, la pluralité des expertises, etc., quelle va être l'avancée? Et vous voyez, là, vraiment, nous, on la veut, cette haute autorité. Hein? On la veut. Et je pense que d'un point de vue ministériel, les arbitrages ne sont pas en notre faveur. Voilà, pour tout vous dire. Hein? Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est tout à fait les informations que j'ai aussi. Mais continuons de faire effectivement, de rencontrer, d'avoir des rencontres pour expliquer cette loi. Je pense que c'est important. Il y a une mauvaise compréhension d'ailleurs. Cette idée effectivement que ça va coûter plus cher, c'est totalement absurde. Regardez le Mediator, le coût économique, sans parler du coût humain évidemment que chacun connaît, mais le coût économique n'est rien par rapport au coût de fonctionnement d'une haute autorité, évidemment. Or, cette haute autorité, elle aurait effectivement repéré le problème depuis le départ et je ne dis pas que l'ensemble de la crise aurait été évité, mais une grande partie en tout cas. Regardez le coût sanitaire que peut être effectivement cette contamination par le bisphénol de toute la population depuis 40 ans. On est loin d'avoir aujourd'hui une idée précise, mais et ce sera considérable. Eh bien, les 30 ans au moins perdus avant de réglementer cette substance, on aurait pu effectivement très rapidement prendre des décisions, alors qu'aujourd'hui on l'a fait, mais avec beaucoup de temps, même si la France devient le premier pays européen à le faire. Mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et on est un peu dans cette situation-là. Il y a beaucoup d'aveugles dans ce domaine, et l'enjeu est français, mais il est aussi européen. Mais on a justement à montrer l'exemple avec cette haute autorité en France, d'un système qui peut fonctionner avec un système simple. Une haute autorité, ce ne sera pas une usine à gaz, comme je l'entends dire, c'est pas une agence d'appel qui va faire des expertises sur l'expertise, c'est pas ça du tout. Ce sera quelque chose d'assez simple, dont la mission sera effectivement de vérifier les conflits d'intérêts, de dire effectivement des règles principales de déontologie, de veiller à ce que dans chaque lieu de production de connaissances, qu'il s'agisse d'organismes publics, mais aussi d'organismes privés, on ait effectivement un comité d'alerte et d'expertise pour traiter sous le regard de la haute autorité des conflits, et ça, ce système-là évitera de gérer les questions par la crise. C'est-à-dire une fois que les victimes sont là, une fois que les lanceurs d'alerte sont éventuellement sanctionnés, placardisés ou leur crédit de recherche coupé, eh bien on traitera les problèmes beaucoup plus en amont. C'est ça le dispositif, et c'est un dispositif qui est très simple finalement à mettre en œuvre, à condition qu'on ait la volonté politique de le faire. Mais l'argument économique que ça va coûter cher est un argument totalement absurde. Totalement absurde. Alors, il y a plusieurs questions. Allez-y, là-bas. C'était juste une remarque. Je m'étonne que vous vous étonniez, parce qu'en fait, les décisions que vous demandez sont des décisions qui sont pour une gestion à long terme des événements. Or, tous les gouvernements n'ont que des durées de vie extrêmement courtes, et ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui sera à charge de gouvernements qui viendront ensuite. Et eux, ils ne gèrent qu'une population d'électeurs, ils la gèrent heure par heure, jour par jour. Un lanceur d'alerte, c'est une épine dans le pied, et ils préfèrent ne pas l'avoir et la laisser à leurs voisins 15, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, comme dans le cas de l'amiante, ce qui est un scandale pour tous les politiques qui se sont succédés à des postes clés. Justement, l'exemple que vous citez sur l'amiante, dans le dernier événement, Martine Aubry, il en examen, bon voilà, tout ça devrait servir de leçon. Hein. Et donc, il faut en tirer Donc, non, mais je pense qu'effectivement, ça c'est une vision à court terme. Gouverner, c'est prévoir. Je veux dire, la responsabilité que nous avons vis-à-vis, les responsabilités
responsables politiques ont vis-à-vis des générations futures. C'est aussi l'enjeu. Et ça, aujourd'hui, l'opinion publique l'a compris, et c'est ce qui permet effectivement que les responsables politiques soient en capacité de le comprendre. Je pense que il y a une évolution importante dans ce sens, et je pense qu'on doit aujourd'hui, on n'est pas du tout pessimiste sur l'issue de ce conflit et notamment de celui-ci. Au contraire, il y a une prise de conscience qui se fait parce que l'opinion publique est de plus en plus consciente. On avait eu effectivement la décision, je cite toujours l'affaire de Bisphénol parce qu'elle est emblématique de ce point de vue-là. À partir du moment où l'opinion a été sensibilisée à la question des biberons, la décision a été prise très rapidement. Et l'important, là aussi, on aurait pu dire, on attend effectivement des décennies encore avant de décider. Donc je crois qu'on est aujourd'hui dans cette situation. Oui, alors moi je parle en tant que politique, là. Ça fait quand même depuis un certain nombre d'années. C'est quoi le boulot d'un politique? C'est de mettre en place des structures qui, quelles que soient les idéologies politiques, restent et, protègent l'intérêt public. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand on se bagarre sur les lanceurs d'alerte, quand on se bagarre sur la haute autorité, quand on se bagarre sur les conflits d'intérêts, quand on dit il est anormal que les garanties que je connais depuis 18 ans, dû au syndrome de la guerre du Golfe, je me dis pourquoi, et nous, notre rôle en dehors des 5 ans, c'est de mettre en place ces outils. C'est ça le rôle des politiques. Alors quand vous me dites, oui mais ça vous savez, oui mais les outils qui ont été mis en place n'ont pas été assez structurés pour justement faire monter toutes ces alertes et faire en sorte à ce que ces recherches soient possibles. Donc si les outils et les stress tests de la directive sur le plan européen, l'idéologie elle est secondaire sur le plan européen, sauf que c'est l'Europe business quand même. Mais quand on met en place les directives, c'est quand même des outils qui doivent harmoniser les politiques européennes. Donc oui, ça... alors après, tout dépend qui est rapporteur et quelle est la majorité dont on dispose, mais c'est de mettre en place des outils. Oui, je suis Régis Pluchet du mensuel Alternative Santé qui a disparu l'année dernière, mensuel dans lequel j'ai plusieurs fois alerté sur ce problème de la myofascite à macrophage. Et je voudrais insister sur ce problème des conflits d'intérêts en rappelant un petit événement qui concernait justement la myofascite à macrophage. C'est je me souviens bien de l'année, en 2005, il y a eu une étude qui avait été initiée d'abord par l'INVS et ensuite par l'AFSAPS, étude dont les résultats étaient gardés sous le coude par l'AFSAPS et dont j'avais obtenu les résultats, je ne sais plus comment, je ne peux pas le savoir d'ailleurs, les résultats qui ont été publiés 8 jours après qu'on les ait publiés. L'INVS réunissait une commission d'expertise qui aboutissait à conclure que les résultats étaient le contraire de ceux qui étaient affirmés dans l'étude. Et il y a eu une conférence de presse pour dire donc que ces résultats ne valaient rien. Laquelle conférence de presse on a mis un petit peu en cause les experts qui s'étaient réunis pour prendre cette décision très rapidement. Et 8 jours après, j'ai été reçu avec le journaliste du Parisien dans les bureaux du directeur de l'AFSAPS, donc à l'époque ça devait être M. Marabert, qui nous avec qui on a parlé de cette histoire de conflit d'intérêts. On lui a demandé si les règles qui président au conflit d'intérêts avaient été respectées, et il avait reconnu implicitement que ces règles n'avaient pas été respectées, et notamment on avait mis en cause un expert qui avait participé aux décisions alors qu'il n'aurait pas dû, qu'il avait le droit d'être là à titre peut-être consultatif et encore, mais en tout cas qui sûrement pas voté, et il nous avait répondu « Ah mais oui, mais c'est quand même quelqu'un dont on a besoin parce que c'est le seul spécialiste, etc. » Quelle est votre question? Non, c'était juste un petit témoignage. Voilà. Je pense que vous avez tout dit sur le conflit d'intérêt. La dame, là, je peux lui après. Donc, je parle comme ça. Je suis secrétaire général du REVAB, le réseau de victimes du vaccin hépatite B. Je le représente donc. Je voulais rappeler que le REVAB, fondé en 1997, a réalisé
72% de la pharmacovigilance sur les suites du vaccin hépatite B. On a parlé du coût de H1N1 tout à l'heure. Le coût de la vaccination hépatite B a été colossal, à la fois au moment de la vaccination elle-même et par les suites de tous ces malades qui sont extrêmement nombreux. Vous pourrez donc aller sur le site du REVAHB, R-E-V-A-H-B, pour voir tout cela. Je voulais préciser autre chose. Il y a les maladies neurologiques, il y a les maladies hématologiques, il y a toutes sortes de maladies, y compris bien entendu la myofascite. Je voudrais dire que je suis un petit peu désolée qu'en France, on ne travaille pas sur la maladie qui a fait mourir mon mari, qui est une maladie terrible, qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. Nous avons encore rencontré, le REVAHB a encore rencontré à peu près au mois d'avril, le professeur Emmanuel Hirsch, qui était il n'est plus depuis quelque temps, mais il est toujours au conseil d'administration, de l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la SLA. Ça fait donc plus de 15 ans qu'on demande qu'une recherche soit faite sur les causes de la SLA, et notamment sur l'aluminium. Or, tout ce qui nous a été dit jusqu'à présent, c'est que, par exemple, les histoires de l'île de Guam, c'était de la foutaise, que l'aluminium n'avait jamais provoqué quoi que ce soit de dangereux. Et ce que je voudrais dire, c'est les difficultés que nous avons justement sur ce plan-là, notamment avec l'équipe, je ne voudrais pas citer de nom, de la Salpêtrière, où un professeur spécialiste mondial de la SLA a des conflits d'intérêts très sérieux avec Sanofi, Pasteur Mérieux, puisqu'il fabrique le Rilutek, enfin il a inventé le Rilutek que fabrique Sanofi. Bon, ce monsieur, grand patron, a refusé le vaccin hépatite B pour lui-même, puisqu'il disait c'est trop dangereux. Mais il a reconnu devant le juge d'instruction, et j'étais là, avec mon avocate et une autre famille, il a reconnu qu'il n'avait cependant pas jugé bon de signaler les cas. Il y en a quand même une contradiction bizarre. Et même quand nous avons demandé à ce que justement des études très simples soient faites, même pas une étude, une liste des vaccinés à gauche, une liste des vaccinés à droite pour qu'on fasse la différence, on nous a répondu à cette association que c'était impossible parce que la CNIL s'y opposait. Nous avons donc interrogé la CNIL qui nous a dit on n'a jamais été contacté. Donc voilà, on est dans le conflit d'intérêts, on est dans le mensonge systématique et je trouve ça évidemment très grave. D'autant que, à mon avis, ceux qui fabriquent ces vaccins sont des gens qui savent depuis très longtemps des risques. Ils les savent parfaitement. Je voudrais avoir confirmation du fait qu'en 1996, le Geneva B fabriqué par Pasteur, dont je sais qu'à l'époque, il avait 1250 microgrammes d'aluminium par dose, et 3 doses par dans la première année, et puis même à l'époque, il y avait des rappels tous les 5 ans. Bon, je voudrais être sûre, et ça j'ai besoin d'une confirmation des scientifiques, que la dose a été abaissée à peu près autour de 500 ou 600, ce qui serait à peu près donc ce qui est dans la majorité des vaccins, ce qui serait bien le signe qu'ils savent parfaitement les dangers des doses excessives. D'autre part, je voudrais donc dire encore, et puis je ne voudrais pas abuser de vous, que parmi les outils dont a parlé Michel Rivasi, il faudrait absolument obtenir des actions de groupe au niveau de la justice. Oui. Parce que avec comment dirais-je, chaque individu, moi j'ai encore à peu près les moyens de payer des avocats, et puis j'ai une très très bonne mutuelle, mais il y a assurance. Mais il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas. Et si vraiment chacun d'entre nous, quand il est touché par quelque chose d'aussi grave, pouvait porter plainte de façon collective, on aurait un certain poids. Alors qu'on est complètement atomisé,
que Madame Berthella-Geffroy, pour ne pas la nommer, notre juge d'instruction, n'arrive pas à gérer tout ça. Et c'est ahurissant, parce qu'on voit l'hépatite B, le vaccin hépatite B, les gens qui l'ont fabriqué, les gens qui ont menti sur les risques que nous courions alors qu'il n'y en avait pratiquement pas. Ces gens-là, ils ont été condamnés dès 1998 en Italie. Il y a eu des professeurs de médecine condamnés même à de la prison en Italie. En France, il ne s'est rien passé depuis 1998. Et l'amiante. L'amiante, on arrive à les condamner en Italie et pas en France. Il y a donc là un grave problème devant la justice et là, il faut faire évoluer ça. Voilà, maintenant vous savez tous, je pense que la HAS, nous y sommes convoqués, le REVAB, le 22, et bon, elle est très très hostile à toutes les études qui sont faites ici. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un tout petit peu long. Non, mais votre témoignage était très bien. Allez, il faut, je vous signale, midi. Dans la dernière question, intervention. Oui. Le fait que l'Académie de médecine reconnaisse l'Académie. Vous savez que les députés, l'année dernière, ont demandé, le groupe d'études de vaccination de l'Assemblée nationale a demandé à ce qu'il y ait un moratoire sur les sels d'aluminium utilisés dans les vaccins. Vous avez toutes ces informations sur le site de l'association. Suite à ça, quelques mois après, l'Académie de médecine a établi un rapport sur les adjuvants vaccinaux. Dans ce rapport, je vais juste dire deux choses sur ce rapport, que vous trouverez aussi le lien sur notre site, mais vous trouverez aussi sur le site de l'Académie de médecine. Le premier point, c'est qu'ils ont entendu 5 experts. Sur les 5 experts, il n'y avait pas le professeur Gherardi, ni le professeur Autier. Par contre, il y en avait 4 qui étaient des salariés, 3 salariés de Sanofi et de GSK, une personne qui travaille de manière très régulière avec eux et une personne qui était un peu indépendante. Malgré cela, ils ont reconnu donc dans ce rapport que les travaux de Gherardi montraient que l'aluminium entrait dans le cerveau. Oui, Brigitte Postel, pharmaceutique. Brigitte Postel, pharmaceutique. Je voulais poser la question au professeur Exley. Vous travaillez également sur le silicium. Et vous dites qu'une des fonctions possibles du silicium serait de maintenir l'aluminium hors du système biologique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le silicium soit un antidote? Faites-vous des études dessus? This is the wrong water. Listen, my research started trying to find out how to prevent fish dying in acid waters. And we found that if we put soluble silicon into the water, aluminium was no longer toxic. Of course, this was thought of as a great finding at the time, but nature